Donc merci à tous, à toutes et à tous, il faut faire gaffe maintenant, d'être venus au sein d'IFI déjà pour la conférence. Pour vous dire rapide, déjà on remercie Lorraine et Valérie pour tout le travail de préparation de la conférence, que ce soit en ligne, en visio, enfin en calaméo, voilà, tout le programme, tout le travail qu'il y a derrière. Donc IFI, on a fait pas mal de conférences depuis 4 ans, à peu près. Qui est d'anthropologie, d'homéopathie, d'alchimie. On essaye d'ouvrir dans tous ces champs. Et le premier cycle qu'on avait lancé, c'était déconfiner son corps. Parce qu'on s'est dit, ça va nous faire de la pub. Après. Donc, déconfiner son corps. On a travaillé sur art et psychanalyse, sport et psychanalyse. Et puis, la dernière conférence qui est un petit peu qui nous a permis aussi de pivoter sur un autre cycle qu'on a appelé, très pompeux quand même, les nouveaux champs d'application de la psychanalyse et comment la psychanalyse accompagne les nouveaux paradigmes. Là, pour cet acte. Alors, celui qu'on avait fait avant, qui était un petit peu entre l'articulation d'un nouveau thème, qui était la place du sujet dans la société. L'identité, qu'est-ce que l'identité parce qu'on n'est pas loin dans ce que je vais essayer de travailler avec vous ce matin, enfin tous. Qu'est-ce que l'identité dans une société qui mute beaucoup, qui se déstructure, mais qui restructure aussi quelque chose. Pour l'instant, c'est pas aussi clair que ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de déstructuration, on va le dire comme ça. Je sais plus, je crois que c'est Pogam, un sociologue, qui disait, je ne sais pas que j'avais parlé de ça. On était dans des problématiques psychosociales, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation psychique qui vient perturber le social, alors que maintenant on serait dans des problématiques socio-psychiques, c'est-à-dire qu'une déstructuration du social, au niveau familial, au niveau des institutions, au niveau de ce que la psychanalyse va appeler la loi, la norme, le cadre symbolique, est mis à mal. Donc, l'individu, mais là peut-être qu'on essaiera de travailler, enfin en tout cas, ce que je vous invite, c'est quoi le moi, c'est quoi l'individu, c'est quoi... Bref, cet individu est re-questionné, et se re-questionne, et ne trouve parfois pas d'image structurante, ou moins structurante, ou structurée différemment sur un social qui mute. Vous êtes autorisé à me couper quand vous voulez s'il y a des choses ou que je rabâche ou qui ne sont pas compréhensibles. Et les nouveaux champs d'application de la psychanalyse, alors ceux qui ne sont pas dans la psychanalyse ou qui ont entendu parler de la psychanalyse, il y a quelque temps, je relisais dans un livre de Smirgel, Freud ou Reich, cette autrice repassait par des écrits de Freud des années 20, donc déjà, il était déjà bien installé dans sa psychanalyse, et il y a quelque chose de très intéressant, on en parlait hier sur l'atelier, Freud disait qu'il ne faut pas laisser la psychanalyse au champ du thérapeutique. Freud disait qu'il ne faut pas laisser la psychanalyse au champ du thérapeutique. Comme il écrit très bien, si vous avez lu Freud, il écrit très bien, alors il ne le disait pas comme ça, mais en gros il disait qu'il ne faut pas le laisser au business médical. Et il dit que l'avenir de la psychanalyse, il y a un siècle de ça, enfin le business médical, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais, il disait que la psychanalyse va survivre dans son champ d'application. C'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer au champ de l'art, au champ de la spiritualité, de la métaphysique, voilà. Et c'est cette application-là, pour lui, déjà à l'époque, il disait que ça serait ça survit à quelque part.
On dit ça parce qu'on en a parlé hier, et ça paraît un peu fou parce qu'il y a certains psychanalystes qui ne seraient pas d'accord, et je serais d'accord avec eux qui ne soient pas d'accord avec ce que je dis. C'est que c'est pas thérapeutique une psychanalyse. L'analyse, c'est pas thérapeutique. L'accès d'une psychothérapie qui est très très bien, qui est très importante, on va le simplifier comme ça, et sur un axe dit thérapeutique, d'aller soigner le symptôme, tandis qu'en psychanalyse, le symptôme, il nous intéresse en fait. Il nous intéresse parce que le symptôme, c'est aussi le lieu de la libération de quelque chose. Et je dis toujours, on ne guérit pas, on s'aguerrit. Et s'aguerrir, c'est autre chose. Puis guérir de quoi? Sachant que la vie est la seule maladie mortelle à coup sûr. Donc, après, on peut... Le gars qui se prend pour le Bouddha. Bouddha, il disait, ne me croyez pas, expérimentez. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas parole d'évangile. C'est juste pour que ça fasse travailler quelque chose. En tout cas, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans le champ uniquement du thérapeutique qu'elle ne peut pas avoir une valeur thérapeutique. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas uniquement dans le champ du thérapeutique qu'elle n'est pas thérapeutique. Elle n'est pas thérapeutique dans le fait que le psychanalyste ne soigne personne, mais c'est l'analysant qui rentre dans son chemin d'auto-guérison. Parce qu'il n'y a que vous et il n'y a que nous individuellement qui pouvons ou pas nous guérir de quelque chose. Ou nous aguerrir de quelque chose. Ça, c'est très... Quand Platon disait si tu veux soigner quelqu'un, demande-lui s'il veut guérir. C'est ce que va demander le psychanalyste en fait. Et il y en a qui vont dire non, je ne veux pas guérir. Je veux rester dans mon symptôme parce que mon symptôme il appartient à ma famille. Et dans ma famille, on est comme ça, et dans le transgénérationnel, et etc., etc. Donc du coup, je vais, c'est un terme psychanalytique, jouir de mon symptôme. Alors que ce symptôme-là, en psychanalyse, je vais commencer comme ça, je ne sais pas que j'allais commencer comme ça. Il y a un psychanalyste assez bizarre dans l'énonciation des moments de ses phrases qui s'appelle, pour ceux qui le connaissent, Jacques Lacan, ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle aussi Jacques Lacan. Il disait, on s'incarne dans son symptôme. Alors, cette phrase m'a beaucoup fait travailler. J'ai cru la comprendre. Après, je l'ai déconstruite parce que je ne la comprenais pas. Et je la comprends maintenant, mais peut-être que dans quelques temps, je vais vous dire, mais je ne la comprenais pas, maintenant je la comprends mieux. Mais il dit que, en fait, quand on s'incarne dans son symptôme, et on va rentrer directement dans le vif du sujet, il dit pour lui, s'incarner dans son symptôme, c'est qu'on vient saisir une identité, un moi, un ego, et on pense que ce moi, c'est nous. Je le redis. Il y a quelque chose, j'ai cogité il y a très peu de temps quand on travaille. Dans l'Institut, on parle aussi on peut travailler dans l'invisible. Mais il y a quelque chose de très invisible, c'est quand même mon moi et mon ego. C'est quoi la délimitation de mon ego et de mon moi? Mon corps, ça va? Mais le moi qu'on saisit, parce qu'il s'agit bien d'une saisie, vous verrez, il y a plein d'auteurs, il n'y a pas que la psychanalyse qui parle de ça, mais Lacan le dit comme ça. Donc ce symptôme, c'est quand on vient saisir une identité qu'on appelle moi, qu'on a découvert aussi à travers l'autre, parce que l'autre a dit tu seras comme ça. Parce que notre identité, elle se forge aussi, c'est Lacan, dans le miroir que l'autre nous dit ce qu'on doit être. On est pétri, on a travaillé hier, d'injonctions. Il faut qu'on soit comme ça, pour être aimé de la mère, pour être aimé du père, il va falloir que je colle à une identité qui fasse plaisir à tout le monde. Attention, je ne dis pas que la mère et le père sont mauvais ou... je viens me créer une identité et je saisis cette identité. D'accord? Pour ceux qui... il est très proche... pour ceux qui connaissent un peu la pensée indienne, qu'elle soit bouddhiste, hindouiste ou taoïste d'ailleurs, qu'on vient s'illusionner à moi.
sait que c'est Maya, l'illusion. C'est-à-dire que hop, je viens saisir, alors par le biais des sens, par le biais de plein de choses. Hein, l'enfant est pris par, certains courants analytiques disent un chaos, c'est ce chaos interne là. En psychanalyse, on dit on vient au monde sur une angoisse de dissociation. On se dissocie de l'unité intra-utérine. Donc il y a quand même quelque chose pour l'inconscient d'engrammer qui est une unité. Essayer de mettre ça un petit peu en tête. Il y a des choses très troublantes, vous allez voir. Il y a une unité. Certains courants psychanalytiques disent cette unité, c'est le paradis perdu. Ils n'ont pas tort, mais vous verrez, je pense qu'ils se gourrent quand même. Parce que le paradis est, bon, je vous le lance tout de suite, l'origine de ce que nous sommes, elle n'est pas dans le passé, elle est dans ce qu'on va être. Autrement, on ne fait que des retours en arrière. Mais si on fait des retours en arrière, comme on l'a vu hier, on régresse. Et régresser, c'est peut-être pas... On ne peut qu'évoluer dans notre origine. Mettez-vous ça dans un coin de la tête, mais laissez-le travailler. Hein, il faut beaucoup de temps. Ce que nous sommes vraiment, ça se révèle dans notre futur. Pas dans ce que nous sommes maintenant ou ce qu'on a été. Ce qu'on a été, on a été cette... Peut-être je vais travailler sans note du coup. Ce qu'on a été, c'est ce tout intra-utérin. C'est pour ça que certains concepts psychanalytiques disent ce paradis perdu, qu'on fantasme. C'est l'ordre du fantasme. On ne sait pas si c'était si paradisiaque que ça. Pour ceux que ça intéresse, il y a les travaux de Groff, hein, qui parlent de matrices périnatales fondamentales, de 4 matrices. Et ces matrices, elles sont physiologiques, biologiques, et énergétiques et archétypales. Qu'est-ce qui s'y passe dans cet espace intra-utérin? C'est bizarre parce que hier, on écoutait quelqu'un qui nous parlait du dédoublement du temps. Il dit il y a un atome qui est au bord d'un trou noir. Il y a une partie, parce qu'il est dans le dédoublement, parce que les particules se dédoublent. Il y a une particule qui part dans le trou noir et une qui reste. Et celle qui est dans le trou noir, en fait, si on l'observe de là, elle met des années. Mais en fait, si on l'observe d'un autre point, immédiatement, elle donne l'information de ce qu'elle avait. Quand on observe une femme enceinte, ça dure à peu près 9 mois, mais le temps de notre gestation, combien de temps elle a duré? Dans quel espace-temps ça se met, ça? Parce que quand on est à l'extérieur, on a conscience du temps qui est en train de passer. On va dire, ben voilà, le terme est à tel jour. Donc on va attendre que le terme soit là. Et on peut le quantifier. Et l'expérience qu'on a eue tous d'être dans cet intra-utérin, est-ce qu'on peut lui donner un temps et un espace-temps? Juste pour mettre de cette... juste pour faire le lien... vous pouvez me couper et m'interrompre parce que je ne sais pas où je pars. Il y a cette conscience là de ce que je suis. J'ai pris conscience à travers plein de ce moi. On va peut-être regarder ce que j'avais marqué. De ce moi, hein, de cette personne consciente qui est consciente un peu d'une temporalité, du passé, du présent, du futur, qui a expérimenté. Au début, il y a un psychanalyste qui s'appelle Winnicott. Il nous dit cette phrase très intéressante: le bébé seul n'existe pas. Il dit ça quand même. Il dit, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bébé, il recolle à la mère. C'est-à-dire que l'enfant, pour prendre quelque chose de l'ordre d'une limite, puisqu'il sort d'un endroit psychique, moi ce que je vous cause, ce n'est pas du biologique et du physiologique, c'est du psychique. Il était dans un état psychique, d'un état de conscience. C'était un état de conscience qui n'avait pas vraiment conscience de ce qu'il était. Il était dans un état de conscience qui n'avait pas conscience, avec un petit c, de ce qu'il était. Il y a un moment donné où on a conscience de ce que nous sommes. Et en général, on a conscience de ce que nous sommes parce qu'on a pris conscience de l'autre. L'enfant va prendre conscience qu'il n'est pas la mère. Vous savez, pour ceux qui sont là, il n'est pas la mère. Et à travers, elle n'est pas la mère, je peux
commencer à découvrir qui je suis. Je donne toujours le même exemple, excusez-moi pour ceux qui connaissent, j'y rabâche. Mais Myriam, rassure-toi, hein, on dit toujours la même chose tout le temps. Hein, vous prenez un enfant qui est en train de jouer, vous lui dites, mais combien vous êtes? Et il va vous dire 3. Ah, je vais changer parce que 4, il va vous dire. Et je fais une petite variante. Et vous dites, t'es sûr 4? Il va dire, ah non. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il est bien passé par les autres, d'une délimitation. Il a pris conscience que l'autre n'est pas lui, parce que c'est ce que va faire l'enfant. Il va prendre conscience qu'il n'est plus maman pour commencer à faire, à incorporer, on va dire ça comme ça, ses propres limites. Et en même temps, dans ces propres limites-là, il va se créer son moi, sa personnalité, son ego. Je vous le fais court, c'est beaucoup plus complexe, mais... Et Winnicott est quand même très intéressant, nous dit que c'est dans l'entre-soi, c'est entre moi et l'autre, que cette organisation du moi, enfin, que je vais appeler ça, c'est moi, et ça ne bouge pas, va se faire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il y a un grand stade en psychanalyse, hein, c'est aussi... oui, alors je le dis toujours, mais c'est important peut-être de le répéter sans arrêt, c'est... il y a un moment donné, l'enfant, dans le pot à pot avec la mère, vient décoller. Il décolle. Littéralement, au niveau psychique, hein, je dis toujours, c'est cet espace-là qui s'y crée. Et c'est parce qu'il y a de l'espace que là, je peux commencer à savoir qui je suis. Je ne suis plus maman, je me décolle. C'est pour ça que les psychanalystes lacaniens disent ex-exister. Je dis souvent aussi, c'est sortir de l'autre pour devenir soi. Parce que vous verrez, cette problématique de s'individuer, c'est pas simple. On devrait arrêter de passer par l'autre. On est obligé de passer par l'autre pour savoir qui l'on est, dans un premier temps. Et après, il faudrait faire ce deuil de passer par l'autre pour savoir qui l'on est, puisque de toute façon, on a conscience de qui l'on est. Alors, ce que construit la mère par rapport à l'enfant, il y a des psychanalystes, Winnicott et Bion, qui disent que la mère est dans un état de rêverie avec l'enfant. Et le rêve, si on comprend ce que ça veut dire un petit peu, le rêve, c'est la possibilité de donner des formes. Bon, j'ai passé par Bion, excusez-moi, pour ceux qui... l'enfant est pris dans un état chaotique pulsionnel. Il est pris. La mère, en nommant la peur, en nommant la faim, en nommant... Mais, ce qu'on appelle un contenant symbolique, elle vient symboliser quelque chose qui n'a pas encore de sens pour l'enfant. C'est-à-dire que quand la mère parle à l'enfant, même si intellectuellement, au niveau de sa cognition, il ne peut pas intellectualiser ce qu'il est dit, ce qui va attraper, c'est cette forme symbolique. Ah, ce qui m'envahit, ça s'appelle comme ça, et maman, elle a la capacité à venir le contenir, et c'est ça que je vais récupérer. Donc, ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, et ça, je l'incorpore en moi, et j'incorpore aussi quelque chose de l'ordre de l'affect de la mère. Et tout ce que je vais incorporer et m'identifier à l'autre va aussi créer ce moi. De façon inconsciente d'abord. Hein, mais, donc vous voyez, le moi est toujours pris dans un jeu d'identification, et ce que dit aussi la psychanalyse, d'introjection. Mais on introjecte aussi on introjecte surtout l'affect qui est lié. Tu es toi, cet enfant que j'aime, et hop, on saisit ça. Donc notre identité va être prise aussi dans ça. Elle est prise dans des formes d'injonction. Malgré tout, il va falloir que tu sois, on va simplifier comme ça, mais fidèle
à plein de choses dans ces injonctions-là. Quand je parle, en général, ça sonne. Il y a dans un premier temps donc un jeu de fusion, d'effusion, de perte de repère, de retrouver du repère, etc. pour petit à petit vraiment finir par conscientiser ce moi. Cette conscience du moi. On passe dans un espace inconscient qu'on ne s'en rappelle plus, où il y a du moi et du non-moi. Il y a du moi et du non-moi. Ces limites-là. Cette difficulté à venir saisir les limites d'un moi, tout en ne s'attachant pas trop à ces limites restrictives du moi. On va passer par le bouddhisme, c'est plus simple. Le Bouddha donne cet exemple de ce vieux paysan qui, il dit, voilà, ce paysan, son ego, c'est sa charrette. Et il dit, je suis la même charrette depuis le début. Alors que le Bouddha dit, il a changé ses roues, il a changé les... Il n'y a rien d'identique à cette charrette qui... Mais lui, la conscience qu'il a de lui, elle est figée dans un moi qui voudrait cristalliser, parce que ce moi-là, j'y tiens. C'est la place. Ce moi, cet ego, il est protégé. Vous savez par quoi il est protégé? Bon, bah tant pis. Par quoi il est protégé, l'ego? Ouais. C'est la mentalisation. Le mental, c'est pas qu'il est mauvais ou bon, mais son job, qui est quand même important, c'est quand même de venir dire à cet ego, bien qu'il, écoutez bien cette phrase, bien qu'il soit illusion, il existe. Bien qu'il soit illusion, il existe. Mais il existe d'une façon particulière, en le réduisant à être que ce moi. J'ai conscience de mon moi, il n'y a pas d'autre dimension, c'est ce moi. Et ce moi-là, il est pris dans une temporalité. Est-ce que le moi, ça veut dire que c'est des souvenirs? Le moi, c'est une... Ça, c'est super. Le moi, c'est l'ego, c'est nos souvenirs, c'est nos mémoires. C'est nos mémoires. C'est nos mémoires et c'est les mémoires transgénérationnelles. Si vous êtes dans ces sphères-là, c'est les mémoires dites karmiques. C'est la mémoire. Donc, c'est pas nous, en fait. Enfin, c'est une partie de nous, mais c'est toutes ces mémoires-là qui viennent... je pense, pour ceux qui connaissent... J'en ai parlé avant-hier avec Olivier Chambon. Lui, dans sa théorisation qu'il a, il n'y a pas que lui. On peut parler, on connaît, pour ceux qui connaissent aussi Pinel, Édouard Pinel, ce mathématicien quantique, qui disait que, ou Jung qui nous dit on s'incarne avec toute la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là, on s'incarne avec toute la connaissance? En intra-utérin, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule et que du coup cette première cellule se met en place, voilà, on dit souvent, elle a tout le champ informationnel pour faire des milliards de molécules dans lesquelles nous sommes. Elle a tout ce champ informationnel-là. Et elle a aussi un champ informationnel plus cristallisé, peut-être plus réduit, qui va être l'espèce, la culture, la famille, Jérôme nous en parlera en épigénétique, où il vient s'incarner et s'identifier à ça. Je suis ça. Et je réduis mon moi à être ça, et le mental vient le protéger. Il n'a pas tort. Il vient le protéger. Il lui donne aussi conscience de ça. Et cette conscience-là passe aussi par la mise en place de nos... à travers nos sens. Donc, on vient, à travers ce corps biologique, se faire une représentation illusionnée qu'on appelle le moi et qui est protégée par le mental. C'est protégé qui va alimenter en plus. Oui. Oui. Il l'alimente dans le fait qu'il vient le réassurer
Bon, on fait on fait un saut alors je dis haute métaphysique parce qu'il s'appelle comme ça. C'est pour ceux qui s'intéressent, c'est Franck Hatem qui a ouvert cette université francophone, c'est ça, une université francophone de haute métaphysique. Pourquoi je passe pas directement par là, pour gagner du temps. Il dit il y a deux forces en fait. Enfin, il y a l'univers qui n'existe pas en dehors de notre conscience, puisque vous existez pour moi et j'existe pour vous parce que vous mettez dans votre conscience, et en dehors de votre conscience, il n'y a rien. Rien n'existe en dehors de votre conscience. Il ne peut pas y avoir deux choses qui existent en dehors de votre conscience, en fait. Donc l'univers dans lequel vous êtes, c'est votre conscience. Non, il faut laisser ça aussi. Donc, en haute métaphysique, il est dit qu'il y a la lumière, qui correspond à l'infini, et la conscience. Les deux choses qui existent. La lumière, c'est l'infini. On n'y a pas accès. Mais c'est quelque chose de fondamental. La conscience, en fait, c'est la création. Parce que moi, ça m'a fait penser en tant qu'analyste, quand l'enfant est dans cette confusion autour en intra-utérin, qu'elle soit fantasmatique, qu'elle soit illusionnée, mais quand même, il vit quelque chose de l'ordre du tout, où il n'y a pas de limite. Il y a bien un moment donné, quand ça décolle, quand il décolle, qu'il commence à exister. C'est quand il commence à avoir la prise de conscience de ce qui est prise de conscience. Quand on prend conscience de, je ne suis pas maman, je ne suis pas l'autre. J'ai existé à travers l'autre, mais maintenant je suis moi. Donc il vient. Et en fait, c'est ça la création. C'est-à-dire qu'on sort du tout. Il y a une partie de l'infini qui devient finie, mais qui peut se conscientiser. Il y a une partie de l'infini qui crée. Et c'est là le problème, c'est qu'en fait, il n'y a rien d'autre qui crée. Ce n'est pas le Big Bang, ce n'est pas Dieu, c'est la conscience qu'on a de nous-mêmes qui est créatrice. C'est ça qui fait peur. Ça fait peur parce que, comme si on avait cette mémoire de l'infini, mais on n'y retournera jamais. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Parce que, vous savez, dans les traditions, quand il est dit la dissolution de l'ego, il faut dissoudre son ego. Ouais, ok, mais peut-être prendre un peu de temps. Hein, cette dissolution-là, et je sais que c'est un peu simple, donc c'est très complexe, quand on retourne à l'infini, on n'a plus conscience de ce que l'on est. Donc ce passage-là, la fin de l'évolution, on ne l'aura pas. Donc en haute métaphysique, il est dit que cet infini, c'est quelque chose de fondamental, mais à laquelle on n'accède jamais. Mais par contre, on y tend toujours. C'est pour ça qu'on advient toujours. On aime bien l'Institut Dolto quand elle dit « nous sommes des allants devenants ». C'est sur cet axe. Donc le mental joue son rôle quand même important, parce qu'il faut bien que j'ai conscience de moi. Je prends toujours, excusez-moi, cette métaphore de la vague. La vague, qui pourrait être symbolisée par l'individuation, c'est parce que la vague est vague qu'elle prend conscience de l'océan. En fait, c'est cette prise de conscience-là. Alors, où elle se dit, mentalement, parce qu'elle mentalise la vague aussi, mentalement, je suis qu'une vague, ça voudrait dire que, pour ceux qui connaissent ce concept qui est très important dans le bouddhisme, c'est l'anatman, le non-soi, ça voudrait dire, cette notion du non-soi, qui fait peur au début, parce que puis là, il dit que même le soi n'existe pas, quoi. Les hindous, ça va, il y a le soi, on va aller dans le soi. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'existence. Notre moi, ce fantasme, être, exister en dehors de tout. Notre moi, ce petit moi, avec la mentalisation qu'on fait, croit qu'il existe en dehors de tout. Eh bien, c'est pas possible. Rien n'existe en dehors de tout. Dans ce gobelet de café, il y a tout l'univers. Il y a tout l'univers, là. Là, en fait, tu parles de l'éveil. De la compréhension. La recherche de l'éveil, en fait. Ben, de dire, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dire au mental, arrête, tu m'as illusionné mon moi, c'est très important, parce qu'il faut bien que ce moi existe. Et maintenant, le travail qu'on a à faire,
c'est de lui donner de l'information pour qu'il accepte d'aller vers quelque chose où il a envie d'aller, mais qu'il a peur, qui est cet infini. Enfin, on l'appelle comme on veut, le satori, l'illumination, ce qu'on veut. Hein. Mais cette prise de conscience que pourquoi en dehors de l'univers, cette tasse n'existe pas. Nous tous individuellement, en dehors de tout, on est là parce qu'on a eu des parents qui eux-mêmes ont eu des parents, qui a de la terre, qui nous nourrit, qui a des gens qui travaillent la terre. Enfin, c'est l'interdépendance, hein, pour ceux qui connaissent. Il y a Thich Nhat Hanh qui est mort il n'y a pas très longtemps, il disait « nous intersommes ». Nous intersommes. Donc du coup, c'est très compliqué. En même temps, le mental nous protège. Et je n'ai pas dû travailler ce que j'avais fait. Et ce qu'on a à travailler sur ce mental-là, lui dire « n'aie pas peur de lâcher petit à petit ses compréhensions ». Dans les écoles des mystères ou dans les enseignements hermétiques, hein, parce que c'est intéressant, on est dans un changement de paradigme, mais en même temps, on retrouve les anciens paradigmes. Je crois qu'on est dans un moment spatio-temporel. On va passer par la précession des équinoxes, tout ça. Enfin bref, on est dans un temps en ce moment où les scientifiques qui veulent sortir du dogme et des croyances, de certaines de leurs croyances, parce qu'il n'y a pas que la religion hein, qui est dogmatique, la science est aussi dogmatique, certains scientifiques en sortent, et ils reviennent travailler, ils reviennent re-questionner ce que les traditions premières, alors appelez-le l'hermétisme, l'alchimie, les écoles des mystères, disent aussi depuis, qu'on connaît depuis longtemps, hein, quelque part. Donc on revient, et comme si c'était aussi le bon espace-temps là pour transmettre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Il y a à boire et à manger, mais il y a beaucoup aussi de personnes qui transmettent maintenant ces nouvelles... ces anciennes conceptions qu'on peut peut-être maintenant commencer à réaliser. On le voit dans ces mutations. Enfin, si vous voyez les jeunes à l'heure actuelle, voilà, ça va beaucoup plus vite, ça connecte, c'est des pensées en arborescence, c'est... Voilà. Une de nos collègues... Justement, je te coupe par rapport à ça. Est-ce que tu crois qu'il y a un... Est-ce que je suis jeune? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu crois qu'il y a un changement, une évolution en fait liée à cette recherche d'origine, parce que l'homme en général cherche toujours à mesurer les choses pour pouvoir avoir des repères. Est-ce que tu crois qu'il y a ce changement qui se fait au niveau de la conscience, de se dire bah voilà, moi j'ai cette recherche-là que l'autre n'aura pas, mais du coup s'il y a, comme tu disais tout à l'heure, nous intersommes, si les consciences, si les recherches de conscience sont différentes, est-ce qu'au bout d'un moment il n'y a pas une perte de cette recherche en fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une augmentation... Enfin, c'est-à-dire, c'est pas une perte, c'est un changement en fait, un changement dans l'élargissement. Ça nous fait penser à ce qu'on a travaillé hier, quand Garnier-Mallet, qui est un scientifique qui travaille sur le dédoublement du temps, il dit cette phrase, il dit « Ne pense pas du mal pour... Ne pense pas, hein, c'est pas dit pas, ne pense pas pour autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il pense pour toi. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, pour essayer de répondre, on se rend compte, on parle par exemple, comment ça se transmet le transgénérationnel. Je vous dis, la mère, elle vient penser pour l'enfant. Alors pour ceux qui me connaissent, moi, penser, c'est toujours dans les deux sens, avec un E et un A. Un E et un A, parce que c'est des formes, c'est des matrices en fait. Donc il y a des pensées dites collectives. Et il y a des pensées collectives qui sont très fortes. Décalé, éteigné, baissé, ça c'est des... Enfin, vous en avez plein, vous mettez votre masque, enfin, il y a des pensées collectives très fortes, mais en même temps, il y a d'autres pensées collectives qui sont en train d'émerger. Il y a d'autres façons d'envisager un futur ou d'envisager. Donc, ces modes de pensée-là, je ne comprends pas pourquoi tu penses qu'elles diminuent. Enfin, qu'est-ce que ça réduirait en fait? Bah, en fait, peut-être que c'est peut-être justement ce que tu dis, c'est ce changement, par exemple, avec, on a plein de choses, les changements sociétaux, bah, on a vu la disparition de la mère, par exemple, on a une forte maternité
d'émancipation, etc., on va dire plus de liberté de conscience, c'est ce changement-là qui fait que est-ce qu'on retrouve les mêmes façons de penser en fait aux origines, c'est-à-dire, tu vois, tu parlais de cet espace, est-ce que malgré les changements sociétaux, on retrouve cet espace partout en fait? Oui. Est-ce qu'il se crée tout le temps? Est-ce que je peux passer par un exemple? Je pensais en t'écoutant tu sais, aux personnalités en arborescence. Moi je fais l'hypothèse qu'il y en a toujours eu, sauf que maintenant elles sont évaluées, évaluables, quantifiables, et avec toute la complexité qu'il y a autour. Mais il y en a toujours eu, parce que si on s'intéresse à l'histoire de l'homme et de la femme, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont en une vie fait des choses impensables, innommables, dans le sens d'une créativité, une énergie, etc. Et peut-être même qu'ils étaient encore plus slick actuellement, ou pas forcément plus slick, parce que pas forcément reconnus. Je pense à Tesla, entre autres, qui était complètement cassé dans tous les sens, empêché. Actuellement, il y en a peut-être plus, sauf que ceux qui sont dits en arborescence, il y a ceux qui vraiment, je pense, vont se connecter à cette innée et utiliser cette capacité d'être curieux, de faire plein de choses, d'avoir une énergie assez importante et d'utiliser. Et puis, il y a ceux qui vont se faire évaluer et rester cantonnés dans un des aspects négatifs de ces personnalités. Donc, c'est vrai que du coup, avec la société, et alors ça, c'est tout un courant sur lequel, justement, en psychanalyse, on serait plutôt, nous, sur le fait d'être extrêmement vigilant sur le fait d'évaluer, parce que l'évaluation, en fait, elle provoque une réduction et elle provoque un enfermement des personnalités, alors que la psychanalyse, elle est justement pour se connecter à son inné et permettre à la personne d'utiliser sa singularité et son unicité pour évoluer dans une société. Donc, je répondrai de cette façon-là. Mais je pense qu'il y a toujours eu, je vais passer par un autre exemple très rapidement, la maladie d'Alzheimer, par exemple, on dit qu'il y en a beaucoup actuellement, etc. La maladie d'Alzheimer, elle a été découverte par Alzheimer en 1904, et il y en avait certainement, et en psychiatrie, et sur une femme de 40 ans. Enfin, pour vous dire, bon, après, avec l'espérance de vie, forcément, ça c'est... Mais la maladie d'Alzheimer, c'est une grosse problématique psychiatrique, psychoneuro, psychodynamique, etc., etc. Donc lorsqu'on a un regard sur l'évaluation et sur le diagnostic, j'en parlerai moi tout à l'heure, cet après-midi sur un autre thème, on voit les dangers et les dérives justement. Et la psychanalyse, je dirais la psychanalyse appliquée, c'est ce qu'elle défend. Elle défend l'enfermement qui peut être utilisé par notre société et par certains courants en lien avec des diagnostics. Alors, ça émerge aussi, c'est vrai, ça a toujours été Léonard de Vinci, ça émerge en ce moment. Parce que, aussi au niveau d'une société, il y a une. Et c'est là où c'est complexe. Il y a une autorisation. Il y a une autorisation. On peut aussi s'autoriser. Mais en même temps, cette autorisation, il faut qu'elle rentre dans un cadre pour être structurante. En psychanalyse, c'est ce qu'on appelle la castration. Et Lacan nous dit la castration, elle est normante. Une castration, c'est pas, je dis toujours comme ça, la norme, c'est pas rentrer dans le moule. Hein. Parce qu'on devient une tarte. Je pensais que vous alliez le dire. Hein, c'est pas ça. C'est comment je peux. Il faut bien que ce moi soit structuré pour qu'à un moment donné, il puisse commencer à dire je vais essayer d'expanser quelque chose. Et je vais essayer d'aller retrouver des nouveaux schémas. C'est ce qu'on disait hier, il y a quelque chose, mais peut-être que la psychanalyse nous aide à essayer d'accepter le paradoxe. Parce qu'in fine, entre la petite conscience qu'on a de nous et la grande conscience, il n'y a pas grand-chose de différence. Il n'y a pas grand-chose. Mais le problème, on est obligé de faire une opposition. Je me rappelle, Adrien l'avait amené sur les écoles anciennes. Hein, c'est une des lois de l'univers, hein, l'opposition. J'ai oublié le paradoxe, l'opposition. Comme dit Jung, ou je continue à faire opposition, ou de ces opposés, j'en fais conjonction. C'est parce qu'il y a des opposés, c'est parce qu'il y a du yin et du yang que je peux trouver l'unicité. Donc les opposés, c'est très important pour nous, pour structurer quelque chose. L'unité du tout, on ne peut pas l'avoir. On peut essayer de la comprendre sur le paradoxe. Et c'est compliqué parce qu'on est toujours... Ce moi, heureusement qu'il est illusionné, parce que c'est ce qui me permet de sortir de l'illusion.
par exemple. Au début, c'est paradoxal. Puis après, oui, ben, le symptôme, je m'y incarne dedans, ben, tant mieux que j'ai mon symptôme, puisque c'est ce qui va me permettre de le lâcher. Si je ne l'authentifie pas, c'est toujours ce paradoxe-là qui est complexe. Mais l'opposé, c'est comprendre l'unité. Mais pour l'instant, en tant qu'incarnation humaine, on est obligé de passer par là. Donc, oui, à l'heure actuelle, c'est pour ça, mais nous, c'est peut-être très ambitieux, mais il n'y a pas que nous, hein, il y a plein de gens qui réfléchissent, et plus on sera à réfléchir, ben, plus ça ira. Plus on mettra des modes de pensée. Comment penser un schéma qui est en train de se créer en le structurant? Moi, il m'a beaucoup marqué, c'était Shogam Trungpa, qui était un maître bouddhiste, Shogam Trungpa, c'est assez intéressant, pareil que Heidegger disait, je ne transmets pas la philosophie, je transmets des concepts philosophiques à des gens qui vont les répéter. Et Trungpa faisait jamais le même... voilà, c'est l'exercice que je fais aujourd'hui, j'ai même pas regardé ce que j'ai... Je ne sais pas comment je vais transmettre, en fait, parce que je sais qu'est-ce qui va s'y passer à l'instant T dans la transmission. Ne vous inquiétez pas, Valérie. Pensez à Shogam Trungpa et Myriam. Lui, il ne faisait jamais la même intervention. Pourquoi? Parce que c'était pas le même. Lui, il n'était pas le même. Moi, cette nuit, je me suis réveillé en me disant, tiens, j'ai plein d'idées. Il n'y en avait aucune ce matin. Mais ce n'était pas le même que... Hein? Donc, cette transmission-là, c'est intéressant aussi au niveau du mental. Je ne vais pas transmettre... Je dis aux élèves analystes, mais même si c'est le même atelier que vous allez faire, revenez, je ne vais pas le faire pareil, ça ne sera pas le même groupe, je ne serai pas le même. Hein? Pourtant, je suis le même. Vous voyez, paradoxe. Ne pas être libre, c'est-à-dire avoir été fabriqué de souvenirs. Parler un petit peu plus fort pour les... Ah oui, pour les Skypers. Pour les snipers. Être libre, ça serait le tout. Parce que moi, c'est ça, j'ai l'impression des fois d'être libre, des fois pas libre, d'avoir de la souffrance, des fois de ne pas en avoir. Est-ce que c'est ça, en fait? Ça sert à ça, la souffrance? Ça sert à être libre, en fait. Ça sert à prendre conscience. Parce que ce mot conscience, vous voyez qu'on peut le mettre hein, de toutes les sources. Prendre conscience quelque chose de sa finitude. Et en même temps, c'est là le switch, que je ne suis pas non plus que ça. Mais ça, c'est très important. C'est vraiment la différence entre le passé. Le passé n'est pas tellement dérangeant. C'est la mémoire qu'on colle au passé. Parce que le passé, je le dis souvent, il faudrait vraiment qu'on travaille. Je pense que la peur la plus ancrée en nous, c'est la peur de se libérer. C'est en fait la peur de cette connaissance, en fait, de ce tout. L'inconnu, en fait. Et oui, c'est intéressant, l'inconnu. La connaissance qu'on a en soi, en fait. Et en même temps, je ne vous apprends rien dans ce que je vous raconte. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui dit, bah oui, mais bien sûr que je peux pas, que ce petit moi en dehors de tout n'existe pas, que je suis interconnecté à tout, je le sais. Mais en même temps, il faut que je apprivoise le mental, d'une façon de lui dire, voilà. Et à l'heure actuelle, pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il y a ces ouvertures-là. Il y a beaucoup de gens qui s'autorisent, mais on ne peut pas s'autoriser à faire n'importe nawak aussi, c'est ça. Donc il faut bien... on est en train, je pense, de repenser de nouvelles structurations psychiques, peut-être plus vastes. Donc le mental lâchera petit à petit. Parce qu'il y a une grande dame qui s'appelait Jacqueline Bousquet. Et Jacqueline Bousquet, quand elle disait « Soyez roi et reine dans votre propre royaume », elle disait « Pensez par vous-même, autrement c'est les autres qui pensent pour vous ». Il y a déjà quelque temps, elle nous disait, parce qu'elle est morte en 2013, et faites attention dans une société qui va aller de plus en plus mal dans sa pensée, il faut vraiment que vous pensiez par vous-même. Et ça, c'est... Elle disait, mettez-le dans votre entrée. Pense par toi-même, ou c'est les autres qui pensent pour vous. Alors après, dégager des bornes de pensée collective, nouvelles, créatrices, oui, bien sûr. Mais on voit bien qu'il y a une résistance. Pourquoi? Parce que l'inconscient collectif va être en résistance du changement aussi. N'oubliez pas qu'on est pris. On a beau dire que c'est notre inconscient individuel qui
qui nous accroche, mais l'inconscient collectif aussi est très fort. L'inconscient familial, l'inconscient dans toutes ces croyances. C'est pour ça qu'on parle de croyances limitantes. C'est nos croyances qui nous limitent. C'est nos pensées qui nous limitent. Donc, demander au mental de penser différemment, il va se mettre en résistance. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ça parle à chacun de nous quand tu dis penser par nous-mêmes, mais si se penser par moi-même, il est que dicté par ce mental qui m'enferme dans mon petit moi illusionné. Du coup, j'ai beau penser par moi-même, je me plante, certainement. Ou se penser par moi-même n'est pas le bon. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais... Oui. C'est ce qu'on ça, peut-être le danger. parlait un petit peu sur l'ego spirituel qui pense avoir trouvé la... Oui, il faut avancer en toute humilité, mais oui, c'est ce paradoxe. Tout en y restant, parce que c'est là le paradoxe. C'est-à-dire que, En étant sécure, en fait. C'est ça, en étant sécure, la conscience du moi pris... on est dans un jeu, là, il y a cette phrase de Lacan, je vais vous la dire. Lacan, il dit, le moi idéal, parce que du coup, on va s'illusionner à un moi idéal. Peut-être que c'est ça. Du coup, ce moi, s'il devient idéal, j'ai encore plus m'y accrocher. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse le moi idéal, mais il le travaille d'une façon intéressante. Il dit, le moi idéal n'est rien d'autre que le moi, c'est bien ce qu'il dit, le moi idéal n'est rien d'autre que le moi qui se prend pour un objet. Parce que le moi, il est objet, parce qu'on veut tous être sujet, nanana. Lacan nous dit qu'il n'y a du sujet que de l'inconscient. S'il y a du sujet que de l'inconscient, c'est pas ce petit moi qui est mettre à bord. La connaissance, c'est pas le petit. Enfin, c'est pour ça, excusez-moi, je rabâche, que Platon nous disait qu'une connaissance n'est qu'une reconnaissance de ce que je savais déjà. C'est ça le dévoilement, en fait. C'est bien que sur une voie dite initiatique, vous prenez celle que vous voulez et vous n'êtes pas obligé de passer par l'analyse. Après les autres, ça c'est un peu compliqué en 2022, mais c'est comme ça. Sur une voie initiatique, on ne rajoute pas, on enlève. Une connaissance, c'est une découverte, mais la découverte, prenez-le dans l'ambivalence. Je découvre et je me découvre. Et c'est pour ça que Platon nous dit, mais en fait, réfléchissez bien, mais là, ce que je vous dis, vous le savez. Il faut juste que ça réapparaisse. Une connaissance n'est qu'une reconnaissance de ce que je sais déjà, en fait. Mais que je sais dans l'ordre d'un inconscient, en fait. Quand Jung dit « on s'incarne avec toute la connaissance », elle est dans cette sphère-là. Elle est dans cette conscience beaucoup plus élargie que ma petite conscience du moi, qui se réduit à n'être que ça. Mais en même temps, je sais que c'est chiant, il a besoin, on a besoin de savoir qui on est dans ses limites pour dire petit à petit, je vais expanser quelque chose de l'ordre de cette conscience. C'est pas en nous. Ce moi idéal, alors se prenant pour l'objet, le moi se cherchant dans le regard de l'autre, c'est ce qu'on disait, dans un premier temps, je suis obligé de passer par l'autre pour savoir qui. Je découvre l'autre et l'autre, à travers l'autre, je vais me découvrir. Ça, par contre, c'est très humanisant. Je n'existe que parce que l'autre existe. Ça aussi, c'est vachement important. J'ai existé parce que l'autre m'a animé aussi du regard, etc. etc. J'ai existé à travers l'autre, mais aussi toute la confusion que ça amène. Et il nous dit, le surmoi, le gendarme là, de l'inconscient, le surmoi est impératif, et sa voix dit, tu dois être ça. Voilà. Vraiment, après, il nous dira aussi que ce tu dois, c'est l'illusion, par contre. Tu es astreint à advenir ça. Je parle trop. Oui, j'étais passé par... alors, hop, un petit décalage de la psychanalyse par Varela. Si vous connaissez Varela, c'est compliqué son titre. Lui, il était neurophéménologue. Sur la carte de visite, ça fait... Il a une carte de visite. Voilà. Il est mort assez jeune, Varela. C'est un neurologue, mais
qui est très intéressant. Il est devenu bouddhiste. Il a fait des entretiens d'ailleurs avec le Dalai Lama et des psychanalystes. De mémoire, et un livre, c'est Dormir, rêver, mourir. Un entretien avec le Dalai Lama est intéressant. Il parle d'énaction. En fait, comment nos sens, on vient découvrir aussi par rapport à nos sens qui sont là. Hein, donc comment on prend. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'il dit. Je vais vous trouver une phrase. En fait, c'est la sensation des choses qui fait qu'on matérialise le monde dans lequel on est. C'est la sensation. C'est à travers nos sens qu'on vient matérialiser le monde dans lequel on est. C'est même intéressant. Il disait que cette représentation du moi, ben, c'est cette confrontation de cet intérieur et de cet extérieur. Le concept d'énaction désigne un processus d'apprentissage propre à l'homme. Apprendre par énaction, par nos sens, on va le dire comme ça, signifie faire l'expérience vécue. Il dit, pour lui, c'est parce qu'on vit cette expérience à un moment donné que le moi émerge. À travers le processus créatif de l'énaction, l'homme engendre le moi et le monde, plutôt que de le réfléchir. C'est quand même intéressant. Hein. Il dit qu'on vient confronter ce que nous sommes sur l'extérieur, et c'est là qu'on vient créer ce monde-là. Il a été très loin dans ce... on n'est pas sur la pensée magique, mais c'est quand même, c'est ce qu'on se disait aussi hier, et c'est Valérie, il me semble que vous l'avez tourné comme ça, dans cette... Je ne sais plus comment on l'a tourné. On dit trop de trucs, c'est pour ça. On a dit que on fabrique sans cesse un potentiel. Nos pensées créent sans cesse un potentiel dans lequel il faut avoir le courage d'y aller pour vraiment vivre ce qu'on doit vivre. Je sais pas comment. Comment vous dire parce que, ouais, une expérience mystique, ce que je veux dire, c'est que quand on est avec les autres, d'accord, on a les sens qui sont toujours le plaisir, les plaisirs, la relation autour. Mais quand on est seul et qu'on utilise moins ses sens et qu'on rentre dans une expérience mystique, c'est ça que je veux dire. Est-ce que, un peu comme la méditation par exemple, est-ce que c'est ça qui va nous ramener hors du moi en fait? Je crois qu'on ne sera jamais hors du moi. On sera dans un élargissement et une compréhension de la conscience du moi qui ne va plus la réduire à être ce moi qui se croit isolé alors qu'il est beaucoup plus grand. Quand on fait des expériences de conscience non ordinaire, hein, on voit bien ces expansions-là. Ah oui, c'est le non ordinaire de conscience. Ça. Oui, parce que... ça se passe comme ça en général. Vous augmentez de... Donc, dans ces expériences non ordinaires de conscience, pour ceux qui en ont fait, avec ou sans produit, c'est comme vous voulez, oui, il y a quelque chose de la conscience qui devient plus grande, et il y a quelque chose où c'est assez troublant. Même si vous êtes autorisé des expériences comme Groff faisait, hein, Groff, je vous parlais des matrices périnatales, Groff, son surnom, c'était le psychiatre qui fait renaître sous LSD. Hein. Donc c'est pour ça qu'il a pu comprendre aussi des choses. Si vous faites des expériences de ce type-là, vous verrez que les personnes qui sont avec vous ont aussi quelque chose de l'ordre de cette expérience et elles vivent des choses communes. Parce qu'on pourrait se dire c'est des hallucinations. Je peux halluciner. Je prends un produit, j'hallucine. C'est bizarre, tous ceux qui sont avec vous font la même compréhension en même moment de quelque chose de plus grand.
et vous l'avez en commun. Et vous avez créé un espace. Dans les sociétés premières, c'est l'esprit. La plante, c'est un esprit. Donc si vous connectez avec cet esprit-là, vous ouvrez votre champ de conscience. Bon, ça, on l'a travaillé. Quand on regarde les différents paradigmes qu'il y a sur Terre, le totémisme, l'animisme, etc. Chez les totémistes, on en parlait hier aussi, chez quelqu'un qui est dans une conception du monde totémique, tout est en lien. Où je suis né, je serai en lien avec l'animal totem, avec ce lieu parce qu'il est sacré, parce que les êtres du rêve m'ont... Voilà, donc je serai toujours en lien, c'est ce qu'on disait hier, mais nous aussi en fait, parce qu'on ne sait pas, mais il suffit qu'on y pense. En géobiologie, c'est pareil. En géobiologie, quelle forme de pensée au lieu est collée. Quand elle est arrivée hier, Myriam, ben, elle a fait un soin de la salle pour mettre des énergies plus... Je me dis, oh, c'est bas. Je dis, bah oui, de toute façon, il y avait un thé dansant hier, donc ça devait être un peu bas. Hein, oui, c'est ces ouvertures de conscience-là. Mais en même temps, puis je m'arrêterai là parce que je parle trop, il faut aussi qu'on reste sur le principe de la réalité, d'avoir conscience de ce que nous sommes dans nos limites. Et je m'arrêterai peut-être sur Andrea Salomé, vous me posez des questions. Andrea Salomé dit, j'adore cette phrase, elle dit, c'est la capacité que j'ai à trouver mes limites que je peux toucher l'illimité. Pourquoi? Parce que ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. Donc, c'est ce qu'avait dit un analyseur, il m'avait dit ça. J'avais piqué ça en Cazenave, il parlait de l'expérience qu'avait fait Jung, et du coup, je lui ai dit la même chose. Il dit, mais de tout ce que j'ai traversé, qu'est-ce que vous me direz, c'est quoi? Je lui dis, bah alors, ou on va rentrer dans du médical, et vous avez fait un épisode pré-psychotique, ou vous avez fait un épisode mystique. Ouais, je préfère l'épisode mystique. Et c'est mieux. Après, c'est des mots qu'on met là. Hein, on voit bien Jung, cette ouverture de la conscience, quand il a commencé à postuler son inconscient collectif, etc. Il était, c'est ce que tu dis, il était mis à mal en plus. Il y a 3 années où il était mis à mal. Et il est repassé par quoi pour se structurer? Le yoga de la fleur d'or. C'est-à-dire qu'il est bien repassé par son corps et ses limites-là pour venir structurer quelque chose. C'est expansons-nous en restant dans nos limites. Ça n'a pas de sens au conscient. Il est repassé par son moi-corps. Et son moi-corps, qui vient limiter quelque chose. Parce que ce qui est illusionné, c'est pas ce moi-corps, hein. C'est la représentation qu'on en a. C'est ça l'illusion. Lui, il est... Hein, je m'arrêterai, vous le connaissez par cœur, ce petit moine zen qui va voir son grand maître zen, il dit, maître, j'ai tout compris, le monde est une illusion. J'étais très content, le petit moine, j'ai tout compris, donc il part. Puis le maître le rappelle, il dit, viens, tends ton bras. Et il sort son sabre. Ah, tout est illusion. Et oui, c'est cette représentation d'un moi. Alors quand on fait l'expérience, qu'il y a quelque chose qui vient s'élargir de cette conscience-là, c'est ça qu'il faut qu'on engramme. Et en même temps, tenter, et c'est très compliqué, de sortir de ce qu'on n'est plus. Parce qu'on vient réactualiser un passé qu'on rigidifie pour le mettre dans le futur. Mais non. C'est j'arrête d'être ce moi tout en continuant à l'être, mais dans une dimension qui est de plus en plus... Ça veut dire qu'on devient une autre personne? On advient ce qu'on a à être, en fait. C'est pour ça que nous sommes des allants devenants. Mais moi, je simplifie en disant, mais putain, c'est super agréable de se dire, j'ai arrêté d'être con, quoi. On veut des moments, putain, mais j'ai été con d'être dans ce truc-là. Et quand ça arrête, c'est pour ça que je disais cette compréhension de la phrase de Lacan, je la comprends comme ça, mais peut-être à un moment donné, je la comprendrai différemment parce que je la vis plus pareil. Chaque chose. Donc, se libérer de ce qu'on n'a jamais été, c'est peut-être ça, devenir soi. Mais du coup, on vient fixer, mais je suis ça. Puis on m'a tellement mis d'injonctions dessus. Mais ça ne s'oppose plus. Je m'arrête. Parce qu'il y en a qui interviennent aujourd'hui, je crois. Avez-vous des questions? J'ai pas du tout fait.
On a dit l'essentiel.